Alors effectivement, je vais vous parler d'un sujet qui est à la croisée des chemins, les chemins entre différentes disciplines, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient commerciales. Ce sujet, c'est la fabrication additive. Alors la fabrication additive, vous en avez sûrement déjà entendu parler sous un nom un peu plus générique, qui est impression 3D, puisque dans la grande famille des technologies de fabrication additive, on en trouve une qui est l'impression 3D et qui est destinée au grand public. Vous en avez donc certainement entendu parler sous cet aspect-là, et je ne vais pas vous parler de cette technologie-là. Je vais vous parler de technologies qui sont plus destinées à l'industrie et des opportunités qu'elles ouvrent en termes de conception et de réflexion et de synergie entre différentes disciplines scientifiques. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu le principe de fonctionnement de cette technologie-là. Alors, j'ai choisi de vous présenter une technologie ou une famille de technologies qui est basée sur la fusion laser de lits de poudre métallique. Alors, ce diagramme est un petit peu austère, mais je vous ai prévu une vidéo après qui devrait vous mettre les idées un peu plus en place. Donc, pour faire simple, comme dans toutes les méthodes de production, on démarre toujours d'une pièce 3D qu'on a modelée sur un PC à l'aide d'outils informatiques. Cette pièce est ensuite découpée par un logiciel en tranches successives, suivant un certain axe qui sera l'axe de fabrication. Et c'est à partir de là que la fabrication démarre réellement. Et la fabrication consiste en ce que la machine récupère chacune de ces tranches et les interprète comme une couche de fabrication. Donc on va venir déposer un lit de poudre métallique sur un plateau de fabrication, excusez-moi. Et ensuite, on va venir tirer sur ce lit de poudre dans les zones indiquées de matière pour y construire la pièce, couche par couche. Et on va itérer comme ceci. Et ensuite, on ressort la pièce, un petit peu comme un paléontologue où on a le gâteau de poudre et la pièce prise à l'intérieur, et avec une petite brosse, on vient faire apparaître la pièce. Donc, je vous ai prévu une petite vidéo d'une machine en fonctionnement sur une couche de poudre. Donc, vous voyez les 4 lasers, c'est une machine un peu spéciale qui possède 4 lasers simultanés, et la vidéo a été fournie gracieusement par une société française basée à Salon de Provence qui s'appelle Polyshape. Donc vous voyez, au niveau du laser, on a les 4 tirs simultanés qui viennent fusionner la poudre. Donc là-dessus, vous avez donc des propriétés un petit peu particulières qui vont se passer au niveau des matériaux. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et visuellement, c'est très parlant. Moi, j'ai passé des heures et des heures devant ces machines à regarder ce genre de choses. Donc voilà, pour une couche de poudre, voilà ce qui se passe. Et vous construisez itération après itération, couche après couche, votre pièce. Donc ça laisse bien sûr ça laisse rêveur sur les opportunités en termes de fabrication, et l'industrie l'a bien compris, puisque, comme vous le constatez, on fabrique en 2D et non plus en 3D. On fabrique par addition de matière et non plus par soustraction de matière, comme on le faisait avec l'usinage, par exemple. Et on fabrique avec un outil qui est inexistant, puisque c'est un laser. Alors les domaines d'application, très vite, ça s'est répandu, parce qu'il y a tout un tas de technologies, et notamment les technologies ouvertes au grand public, et ça s'est répandu à tous les domaines de l'industrie. Mais très vite aussi, l'industrie a cherché à trouver quels étaient les vrais avantages en termes économiques, en termes industriels, en termes de conception, pour elle-même. Parmi ces avantages, je vais vous en présenter un aujourd'hui, que je vais développer, et il s'agit de la capacité à générer des formes très complexes, notamment alvéolaires, puisque je prends l'exemple de l'usinage pour vous illustrer ça, quand vous venez usiner un produit, vous partez d'un lopin de matière qui est de dimension supérieure à la pièce finale, et vous venez avec un outil enlever de la matière. Se pose alors la question de l'accessibilité de la matière. Avec mon outil, est-ce que je peux avoir accès à toutes les zones? Eh bien, les industriels vous répondront que non, et c'est une contrainte principale dans les processus de conception. Avec les méthodes de fabrication additive, vous n'avez plus d'outils, donc plus d'interaction outil-matière, et vous travaillez dans des plans 2D successifs. Donc vous gagnez énormément en capacité de forme, en capacité de conception. En témoignent les pièces que vous avez derrière moi, et qui ont des formes complètement très complexes et qui seraient impossibles d'atteindre avec des technologies classiques, type usinage. Enfin, c'est une slide qui est peut-être un petit peu austère, je vais passer rapidement, ne vous en faites pas. Les méthodes classiques, qui dit nouvelle technologie de fabrication, dit nouvelle méthode de conception. Les méthodes classiques, qui étaient basées sur les procédés d'usinage, avaient pour objet la paramétrie, c'est-à-dire qu'on venait définir un certain nombre de paramètres sur une structure, et on faisait évoluer ces paramètres en fonction des contraintes dans lesquelles elles évoluaient,
en fonction de l'insertion de la pièce dans un système plus grand et des contraintes mécaniques, thermiques et tout type de contraintes qui pouvaient s'appliquer à cette pièce. Et cette méthode consistait à faire varier ces paramètres en fonction des contraintes, et en fait ça tombait très bien puisque c'est exactement ce que fait la fabrication derrière. Quand vous venez modifier une épaisseur par le calcul, ou un diamètre par le calcul, et que vous venez usiner votre pièce derrière, ce que fait l'outil, c'est qu'il vient modifier ce diamètre ou cette épaisseur également. Donc ça, c'était intéressant pour l'usinage. Maintenant qu'on a accès à des formes plus complexes, se pose la question, est-ce que c'est toujours valable, est-ce que c'est toujours pertinent? Eh bien, on s'aperçoit que non, notamment pour pouvoir exploiter ces formes complexes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il y a une méthode mathématique qui a été développée au début du XXe siècle et dont l'auteur principal, le père fondateur, si je puis dire, est Henri Poincaré, un Français, et un des derniers scientifiques complets de son époque. Cet homme-là donc, a développé la topologie, et la topologie a pour objet les déformations continues. Alors je vous ai mis un ballon de plage qui capte votre attention, j'en suis sûr, depuis que cette slide est affichée. Le principe de la topologie et des déformations continues, c'est exactement ce qui se passe avec ce ballon. C'est-à-dire que lorsque vous partez d'un ballon plat et que vous venez le gonfler, sa topologie est conservée. Si maintenant, comme vous le voyez en dessous, vous venez rompre une notion de voisinage, vous venez percer une surface, vous rompez la topologie. Ce que l'on faisait quand on modifiait des paramètres, on conservait la topologie et on était bloqué dans une topologie. Aujourd'hui, avec ces méthodes, la topologie peut changer et on peut accéder à des formes beaucoup plus complexes. Alors, je vous présente un homme, Grigori Perelman, qui est un Russe, un petit peu particulier pour le moins, puisque Poincaré avait conjecturé une certaine propriété qui est exactement celle que vous voyez avec le ballon, qui disait que pour une certaine famille d'objets, en les déformant continuellement, on retombait toujours sur une sphère. Ce problème-là, en 1923, si je me souviens bien, des scientifiques se sont réunis pour définir les plus grands problèmes mathématiques du siècle et même du millénaire. Ce problème-là était le problème du millénaire. À peine 100 ans après, Grigori Perelman démontre cette propriété, et l'année d'après démontre une propriété encore plus fondamentale. Et pour l'anecdote, cet homme-là, du fait de cette démonstration, s'est vu proposer en 2006 la médaille Fields, qui est l'équivalent du prix Nobel en mathématiques, et ainsi qu'une prime de 1 million de dollars par un institut américain qui avait proposé cette somme pour accélérer les recherches. Et Grigori Perelman les a refusés tous les deux. Je vous laisse tirer votre morale de cette histoire. Alors la topologie, ça peut être très compliqué si on y rentre vraiment en termes de mathématiques, mais ça peut être très amusant si on le regarde d'un point de vue un peu plus ludique, comme sur ces vidéos. Vous avez deux structures qui, soumises à des contraintes, évoluent au fur et à mesure des itérations, et on obtient des formes qui sont à la fois très complexes, mais surtout qui rappellent quelque chose derrière, qui rappellent des formes organiques. On se rapproche de structures qui ressemblent à de l'os. Et la comparaison, bien sûr, continue, puisque l'intérêt principal de l'industrie, et c'est ce dont je vais vous parler, en tout cas du secteur industriel dont je vais vous parler, c'est la réduction des masses. Lorsque vous envoyez un satellite dans l'espace, pour fixer les idées, alors ça dépend bien entendu des missions, des lanceurs, mais pour fixer les idées, 1 kg de matière, c'est environ 150 000 $ pour l'expédier dans l'espace. Donc cette industrie-là a une recherche très forte en allègement des structures. Et quand on observe la nature, qui est quand même le premier système d'optimisation que l'on ait sous les yeux, le plus puissant, le plus performant, le plus long, on observe que chez les grands animaux, c'est pour ça que je vous ai présenté un squelette de dinosaure, la masse était prépondérante. Ce sont des animaux qui font plusieurs dizaines de mètres de haut et qui pourraient s'écrouler sous leur propre poids s'ils n'avaient pas ces concepts de minimisation des masses. Et on remarque que la topologie permet de se rapprocher de ce genre de structure. Alors cette slide donne un petit peu le tournis, pour deux raisons. La première est évidente, et la deuxième est qu'elle met quand même en relation deux secteurs scientifiques qui étaient complètement divergents, la biologie et l'ingénierie mécanique. Donc cette technologie favorise des échanges interdisciplinaires, et de là naissent beaucoup de choses. Le jeu va encore plus loin, puisque en 2014, une équipe de chercheurs a publié des résultats, qui sont ceux que vous voyez sur votre gauche, et qui sont une étude sur laquelle ils se sont amusés à partir du crâne d'un reptile, à mettre en place tout un système d'optimisation, et quand vous faites la boucle complète, vous retombez sur des résultats par topologie, qui sont donc la figure E, qui correspondent très fortement à ce que la nature produirait en figure A.
Vous avez un autre exemple d'une pièce produite par la société Thales, qui rappelle très fortement des structures organiques, on dirait vraiment de l'os. Enfin, je voulais finir par quelques success stories qui illustrent mon propos. Une première pièce qui a été fabriquée par l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et qui a pour objet d'assurer la liaison d'ouverture des panneaux solaires d'un satellite. Vous avez la pièce, le modèle précédent, tel que je l'ai appelé, ou le modèle classique, fabriqué par usinage, sur votre droite, qui pesait, alors je n'ai pas les poids exacts, mais j'ai les rapports de poids. Et vous avez à côté le modèle démonstrateur, donc il y a 2 poignées noires, puisque c'est un démonstrateur, et les gens pouvaient vérifier que ça marchait bien. Et vous avez la pièce au centre et à gauche, telle qu'elle est dans le satellite. La masse a été divisée par 5. Donc vous voyez, je vous parlais de 150 000 $ par kilo. Quand vous divisez une masse par 5, l'industrie est preneuse. Et vous avez même un coût de revient de la pièce qui a été divisé par 4. Un énorme success story, à mes yeux, l'un des plus grands. Enfin, 2 autres pièces, toujours de l'ESA. La première qui n'utilise pas vraiment la topologie sur votre gauche, mais qui utilise aussi une propriété de forme complexe, en venant insérer des mousses métalliques, des treillis métalliques à l'intérieur des pièces. Vous voyez que vous passez de 222 à 164 grammes, uniquement avec ces nouveaux concepts et ces nouvelles machines. Donc vous réduisez d'environ 20% la masse. Et sur la droite, une pièce également de l'ESA qui sert de porte-antenne, et vous êtes passé de 1400 à 940 grammes. Là aussi, une très forte réduction de masse. Enfin, pour finir, je voudrais vous dire que la topologie, là je vous ai montré effectivement des secteurs industriels très précis, mais au travers de la fabrication additive, elle peut s'attaquer à tous les sujets. Il suffit après de mettre un petit peu l'argent. Ce sont des technologies qui sont encore un peu chères. Et cette image le prouve en vous montrant, c'est une étude qui a été faite à l'INP Grenoble, donc une école d'ingénieurs, où les ingénieurs sont assez friands de ce genre de cas d'études. Il s'agit d'un décapsuleur qui a été optimisé au travers de ces méthodes-là et produit derrière à l'université l'INP Grenoble. S'en est suivi, bien sûr, tout un tas de tests. Vous imaginez, les étudiants s'en sont pas privés. Voilà, je voulais finir sur cette note. Et puis, j'espère que je vous ai intéressé avec la topologie et l'impression 3D, la fabrication additive, et que je vous ai fait découvrir un nouveau secteur industriel. Merci.